J'aimerais te retrouver une fois de plus sur cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle série de vidéos qui traite justement des anciennes épreuves du baccalauréat en ce qui concerne la philosophie. Donc, si tu es élève en classe du terminal A, alors sache que tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous travaillons sur l'épreuve du baccalauréat session 2023. Ne bouge pas, la suite, c'est juste après le générique. Nous commençons donc justement avec la première partie où il est question du commentaire du texte philosophique. Nous sommes face à un texte de Martien Toa qui vient de son ouvrage Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle. Nous savons face à un texte, comme il est de coutume, il faut le lire plusieurs fois jusqu'à le comprendre. Nous commençons donc immédiatement. La consigne, elle est habituelle. Il faut définir le problème philosophique, effectuer un examen analytique, présenter la réfutation, la réinterprétation ainsi que la conclusion. Commençons par la définition du problème philosophique. Nous lisons, le texte soumis à notre analyse est celui de Martien Toa où il aborde le thème de la libération de l'Afrique et s'interroge sur les conditions de possibilité de la libération de celle-ci. Pour l'auteur, cela passe par une négation de soi et de son passé. L'option révolutionnaire telle qu'envisagée par Toa ne présente-t-elle pas le risque d'une acculturation et d'une aliénation foncièrement préjudiciable à l'affirmation et à la revalorisation pourtant voulue des Africains et par l'auteur? Donc, nous pouvons constater les différentes parties de l'introduction y sont. Et si tu ne maîtrises pas encore parfaitement les parties de l'introduction d'un commentaire philosophie des textes, je t'invite vraiment à aller regarder la vidéo que nous avons récemment publiée sur notre chaîne YouTube, à savoir la méthodologie du commentaire du texte philosophique. Alors, je peux mettre pause et tu peux rapidement regarder, histoire de bien cerner les différentes étapes de l'introduction. Nous poursuivons. L'examen analytique, nous lisons, l'explication de la thèse de Martien Toa l'amène à adopter une démarche binaire. Lorsqu'on parle de démarche binaire, on parle de démarche, disons, ambivalente, c'est-à-dire double, axée sur deux idées majeures. Nous poursuivons. Il commence par le constat qu'il désigne par l'appellation de souveraineté formelle. Notre auteur expérimente l'expression des forces impérialistes. Notre auteur expérimente l'oppression des forces impérialistes qui empêchent l'Afrique de s'affirmer. Par la suite, il explique la nécessité pour l'Africain de mener un affrontement pour s'affirmer. En effet, il faut éliminer la cause de notre défaite. Et cela n'est possible qu'en rompant, c'est une citation extrait justement du texte que nous avons présenté au début de cette vidéo, qu'en rompant ainsi avec son essence et son passé, comme il le dit. Autrement dit, si l'Afrique ne renonce pas à elle-même, elle n'a aucune chance de véritablement se libérer. C'est une médiation nécessaire pour devenir incolonisable en s'appropriant les outils de l'autre. Donc, on comprend donc ici que Martien Toa nous appelle véritablement à nous oublier nous-mêmes, à laisser notre passé, à laisser ce qui fait notre spécificité, notre authenticité, à savoir notre culture même, nos langues, nos traditions, nos valeurs, pour pouvoir devenir notre parce qu'il s'est rendu compte justement que si nous avons été colonisés, si nous avons perdu la défaite face à l'Occident, c'est à cause justement de cette culture-là, de ce que nous avons en nous de particulier. Il recommande donc de se débarrasser de cela pour pouvoir devenir, comme il le dit, incolonisable. Nous passons donc immédiatement à la transition. Peut-on réellement se construire en rayant son passé sans sombrer dans une dépersonnalisation totale? On se rend donc compte que Martien Toa souhaite ardemment que l'Afrique et que l'Africain puisse retrouver ses lettres de noblesse en rétablissant justement l'histoire et en obtenant sa liberté. Mais sauf que se nier profondément au point de s'oublier, oublier son essence, oublier sa culture, oublier ses valeurs pour devenir l'autre. Est-ce qu'on ne court pas justement à une dépersonnalisation, c'est-à-dire à une perte de ce qu'on a disons, ce qu'on a en nous de particulier et même d'unique. Donc, c'est cette crainte-là qu'on va examiner ici. Réfutation du texte. Bien que la position de Toa semble pragmatique,
Pragmatique ici, cela signifie que c'est une position qui semble aller de soi, qui semble être efficace et même la meilleure pour le moment. On dit donc qu'elle contient des réserves. Nous lisons, en préconisant la négation du passé, Towa risque d'entraîner une acculturation totale. Une victoire où l'on perd son âme est-elle encore une victoire? Si l'Afrique devient une copie parfaite de l'Occident, elle n'est plus dominée par l'autre, mais elle est devenue l'autre. De plus, en voulant devenir semblable à l'autre pour être incolonisable, on importe aussi les problèmes de l'autre, comme le matérialisme excessif, la destruction de l'environnement, la perte des liens sociaux. On se rend donc compte ici que l'Occident a cette particularité-là qu'elle a plusieurs visages, qu'elle a plusieurs aspects. Et donc, il serait donc opportun de s'interroger sur la véritable nécessité de se nier soi-même, parce que on parviendrait justement à tomber justement dans une sorte de suivisme moutonnier évoqué par Ebenezer Njomole, qui est donc cette attitude-là qui consiste à copier simplement ce qu'on voit ailleurs pour pouvoir l'implémenter sans toutefois réfléchir de manière critique à la plus-value et bien sûr aux dégâts que cette copie peut engendrer. C'est donc ce qu'on observe ici avec la solution que Martin Towa nous propose. Transition donc, mais peut-on, sous prétexte de ces objections, évacuer les enseignements dont un tel texte peut être porteur? On comprend donc que malgré ces objections-là, ces enseignements de Towa restent quand même pertinents et donc efficaces. Quel est donc le degré d'efficacité de ces enseignements-là? On va donc le voir dans la réinterprétation. Réinterprétation dont nous lisons, cette tentative de remise en question n'a pas su occulter l'intérêt de ce texte. Il faut comprendre que Towa ne prône pas la haine de soi, mais un pragmatisme révolutionnaire. Il s'agit d'une négation dialectique. Négation dialectique ici signifie que ça, justement, c'est donc une négation qui comporte un processus, un parcours. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Premièrement, on nie on nie notre passé, c'est-à-dire qu'on s'est présé ici le traditionnalisme figé, c'est-à-dire cette conception-là qui nous empêche d'évoluer, de remettre en question véritablement les raisons de notre défaite qui se trouvent dans notre culture. Et nous poursuivons donc ici, et il dit, on nie d'une part le passé pour mieux affirmer son humanité dans le monde moderne. On parle aussi ici de la révolution, de la révalorisation, pardon, de soi, qui n'est possible que si elle s'appuie sur une base matérielle et technique solide. Donc, on ne peut véritablement se développer que si on a un ancrage technique et technologique suffisant. Il veut ainsi préciser qu'il est important pour l'Africain de pouvoir voler le secret de l'Occident, comme il est dit dans son ouvrage que tu as certainement lu en classe. Enfin, la pensée de Towa définit le profil d'Africain à même d'accomplir l'affirmation de l'Afrique. On comprend aussi dans cette phrase, comme elle est lire, que pour Marcel Towa, il y a un genre d'Africain spécifique qui est capable de pouvoir arracher la liberté des Africains. Et cet Africain-là, on l'explique ici, c'est un homme qui sait tourner le dos à son passé et qui sait se révolutionner de fond en comble pour se projeter résolument dans l'avenir et s'accomplir sereinement via la maîtrise de ce qui, comme la science et la technologie, conférera aux autres tout leur prestige. On comprend donc ici que pour Marcel Towa, l'homme ou l'Africain qui serait capable de pouvoir arracher cette liberté, donner cette liberté à l'Afrique, ça sera donc cet Africain-là qui sera capable de remettre en question de manière objective les causes de sa défaite face à l'Occident, mais également de pouvoir s'approprier les mêmes forces que l'Occident utilise, à savoir la science, la technologie, ou alors ce qu'il appelle la technoscience. Il n'y a qu'ainsi qu'on pourra, au même titre que l'Occident, pouvoir résister à cette domination et pourquoi pas s'affirmer au point de pouvoir retrouver notre liberté perdue. Nous poursuivons. Ainsi, le texte de Towa dégage à la fois une actualité et un intérêt philosophique indéniable. C'est donc dans cet ensemble de choses-là, pardon, qu'on retrouve justement l'actualité et donc l'intérêt philosophique de ce texte de Towa. Nous enchaînons donc avec la dernière partie du développement, à savoir la conclusion. Nous lisons. En somme, la réflexion de Towa dans cet extrait mettait en exergue, mettait en évidence les conditions de possibilité de la libération de l'Afrique. Il s'agit donc là du rappel du problème
problème du texte, comme vous pouvez le voir à votre écran en rouge. Pour Towa, hélas, la thèse qu'on va préciser, c'est-à-dire la solution de l'auteur au problème, seule une négation de soi et de leur passé peut permettre aux Africains d'aspirer à une véritable libération. Il n'y a donc pas la négation de soi qu'on peut véritablement accéder à la libération. Il faut donc renoncer à ce qui a été la cause de notre défaite face à l'Occident. Nous poursuivons. La révolution en Afrique doit viser à rendre les Africains moins dépendants de leur passé, plus créatifs et libres. C'est donc là le vœu de Marcin Toa. Certes, on a pu déceler dans la démarche de Toa des risques d'acculturation et d'aliénation. Là, c'est le rappel justement des limites ou bien des réserves qu'on a pu identifier dans la pensée de Marcin Toa. Et là, c'est écrit justement en bleu au niveau du curseur que vous voyez bouger ici. Nous poursuivons. Néanmoins, et là, c'est le rappel justement de la solution qu'on préconise, plutôt le rappel des intérêts et la valeur du texte. Il s'agit ici néanmoins, il dégage ici la volonté pour l'auteur de définir le saut nécessaire capable de permettre aux Africains de s'affirmer véritablement et de rivaliser sans complexe avec les autres peuples du monde. Donc, tout ça pour expliquer que justement, si l'Afrique est en arrière et comme il est dit à la règle de l'histoire, c'est parce que elle n'a pas justement de quoi faire affirmer, de quoi imposer sa puissance ou bien son autorité. Et maintenant, on va voir donc en la science et la technologie ce moyen-là permettant à l'Afrique de pouvoir véritablement s'affirmer et justement faire taire de manière définitive ce complexe-là que les Africains ont lorsqu'ils se retrouvent face aux autres nations du monde. Donc, cela dit, j'espère que ce commentaire texte philosophique a été très parfaitement compris par toi. Si tu as des questions, il faut les poser en commentaire. Là, nous enchaînons donc immédiatement avec la seconde articulation de notre baccalauréat session 2023, à savoir la dissertation. Le sujet est le suivant. Le travail peut-il permettre à l'homme d'affronter victorieusement l'adversité de la nature? La consigne est la habituelle. Première tâche, deuxième tâche, troisième tâche. Introduction, développement, conclusion, sans oublier bien sûr la présentation qui compte pour l'ensemble de l'épreuve qui est sur 2 points. Nous commençons donc devant ce sujet par l'analyse de la compréhension du sujet, notamment par l'explication des mots et concepts clés. On va donc définir ici l'homme. On comprend donc que l'homme ici, on ne parle pas d'homme au sens d'être d'espèce biologique, mais davantage de l'être humain en tant qu'être conscient, en tant que sujet pensant, doué de raison et de volonté au sens cartésien du terme. Et la particularité, c'est qu'il peut s'imposer, il peut par sa volonté, par cette raison-là, s'affirmer au travers de son travail, au travers de ses efforts. Le travail, parlons-en justement. C'est quoi le travail? Nous avons défini dans notre leçon en classe certainement sur définition des concepts d'art et de travail. Nous avons présenté le travail comme étant une dépense consciente d'énergie en vue d'une fin. C'est donc aussi un effort conscient de l'homme pour transformer la nature. Peut-il Peux-tu donc comprendre très bien? Donc, c'est un verbe qui interroge la possibilité, voire la capacité au niveau de la force ou des moyens. Affronter, c'est surmonter, c'est dépasser. Affronter, c'est aussi vaincre. Adversité, ici, c'est la difficulté, c'est l'opposition, c'est l'obstacle. Le présupposé du sujet. Bon, lorsqu'on parle de présupposé ici, simplement, c'est le sous-entendu du sujet. Donc, la thèse qui est contenue dans un sujet. Donc, c'est ce que le sujet nous dit, mais de manière voilée, de manière implicite, de manière cachée. Et pourquoi est-ce qu'on trouve judicieux de présenter cela ici? Parce que lorsqu'on présente déjà le présupposé, on comprend que le présupposé d'un sujet, c'est la thèse qu'on doit justement déployer, présenter au niveau de la première articulation du développement. Donc, c'est la raison pour laquelle on présente ça ici. Ensuite, il y a la reformulation. La reformulation que nous avons présentée ici, c'est le travail peut-il rendre l'homme libre? Nous poursuivons avec le problème philosophique. Comme problème, nous avons présenté la valeur, voire l'impact du travail sur la nature. Ou encore comme autre problème que nous proposons, la finalité du travail pour l'homme. 5. Problématique. Nous lisons, admettre que l'homme peut dompter l'adversité de la nature par le travail
n'est-ce pas omettre le caractère déshumanisant du travail? Donc, c'est vrai, ce sujet nous révèle dans la formulation que l'homme peut dompter la nature au point de s'imposer par le travail. Mais sauf qu'il ne faut pas aussi oublier que le travail a un caractère, disons, désobligeant, contraignant, que nous allons présenter justement dans les prochaines minutes. Donc, première partie, dans le travail comme instrument de victoire sur la nature. On présente ici le travail comme cette chose-là qui permet de passer de la soumission à la domination. Argument numéro 1 ici, nous disons, le travail est un puissant instrument de libération de l'homme. Il permet à l'homme de maîtriser les secrets de la nature. Cette maîtrise le libère de son asservissement. On comprend donc ici que le travail, c'est comme un outil entre les mains de l'homme pour pouvoir justement maîtriser la nature au point de pouvoir soumettre cette nature-là pouvoir soumettre la nature à ses besoins. C'est ici où on peut retrouver l'idée de René Descartes qui voit la nature, qui voit en la science, qui voit en le travail humain la possibilité de devenir comme maître et possesseur de la nature. Oui, donc on a également une citation ici de Jean Vialato qui dit le travail a la vertu de libérer l'homme. Donc, l'être humain se libère pendant qu'il travaille. Autrement dit, ce que l'on ne peut pas obtenir sans travail, par le travail, il peut se l'approprier. C'est donc ce qu'on explique ici de manière simple. Donc, argument numéro 2, le travail contribue au développement des potentialités de l'homme. En effet, par le travailleur est transformé positivement, aussi bien physiquement que moral. C'est ici qu'on va dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est tout à fait ça, en fait. Pour devenir excellent, voire même doué, surdoué, même en dissertation, mais en commentaire philosophique, on a d'autres choix que de rédiger des dissertations de manière continue ou bien de rédiger des commentaires de manière régulière. Ce n'est qu'ainsi qu'on aura la possibilité de pouvoir s'améliorer positivement. C'est ce que l'argument nous présente ici. Et on va davantage retrouver ça avec Voltaire lorsqu'il dit justement, et tu connais parfaitement cette citation, le travail est loin de nous trois grands mots, à savoir la nuit, le vice et le besoin. Par le travail, on a la possibilité de pouvoir sortir de la nuit, du vice, ainsi que du besoin. Et surtout qu'il n'y a qu'un être conscient qui peut en user, qui peut en faire usage. Donc, l'être humain est le seul être vivant qui travaille. Les animaux ne travaillent pas. C'est pas possible ça. Et donc, par ce travail, l'homme peut donc se réaliser. Il peut poser des actes qui marquent l'humanité de manière à transcender le temps. Nous poursuivons avec cette citation de Friedrich Hegel qui justifie à suffisance cet argument. Il dit « L'humanité ne peut se réaliser dans l'histoire que par le travail ». Transition donc de ce qui précède, l'homme démontre sa supériorité sur la nature par le travail. Deuxième articulation de la transition, admettre cette thèse n'est-ce pas oublier le caractère déshumanisant du travail. Donc on se rend compte justement que cette première partie expose le caractère, on va dire, bienfaisant du travail. C'est-à-dire ce caractère-là qui offre au travail de pouvoir dompter, de pouvoir maîtriser la nature qui lui est hostile, comme le présente justement Blaise Pascal, en comparant l'être humain à un roseau, c'est-à-dire une plante vraiment très faible, mais dont la particularité et dont la grandeur et sinon la puissance réside dans la pensée. C'est donc par ce travail-là, c'est donc par cette pensée-là que l'homme est une véritable, l'homme peut travailler, pouvoir s'affirmer et pouvoir manifester, extérioriser, sa grandeur. Nous poursuivons. Antithèse, le caractère assujettissant et déshumanisant du travail. On présente ici le travail comme une servitude, c'est-à-dire une activité qui nous prive de notre autonomie. Argument, le travail est une contrainte. Ce dernier aliène l'homme, c'est une punition. Et oui, le travail est une punition. On comprend donc pourquoi l'homme ne travaille pas toujours par plaisir, ne travaille par contrainte, par exemple, pour combler ses besoins physiologiques. Il a faim, il doit manger, il doit s'alimenter, il doit se vêtir. Et donc, il faut qu'il travaille pour avoir de quoi pouvoir subvenir à ses besoins. Cette citation dans le calme illustre cela à suffisance, en ce sens que l'être humain, justement, parce qu'il n'aime pas le travail, va se retrouver à fuir rapidement ce travail-là lorsqu'il va expérimenter l'absence de contraintes physiques ou autres. Karl Marx dit donc, la nature aliénée du travail apparaît
nettement dans le fait que dès qu'il n'existe pas de contraintes physiques ou autres, on fuit le travail comme la peste. Point numéro 2, le travail contemporain, dans sa logique capitaliste, chosifie l'homme et le condamne à une existence misérable parce qu'il le dépossède de son énergie, du fruit de son travail, et lui accorde un salaire de catéchiste. On comprend ici que le travail est vécu terriblement, notamment dans le monde capitaliste occidental, et c'est même déjà aussi le cas dans le monde africain, comme étant une pilule amère, en fait, dans lequel l'homme est surtout utilisé comme, disons, un objet. Il n'a plus de valeur, il n'a plus de dignité, considéré simplement comme un simple outil, une pièce qu'on peut remplacer au pied levé. C'est donc pour cette raison qu'on va voir cette citation d'André Breton comme étant parfaitement cohérente, où il dit rien ne sert d'être vivant tant qu'on travaille. Oui, la mort est préférable au travail parce que le travail chosifie l'être humain, ça condamne l'existence du travailleur. Donc, argument, nous passons dans la transition pour quitter la thèse de l'antithèse, pardon, pour la synthèse. Si le travail s'avère donc incontournable dans notre volonté de conquérir et de soumettre la nature, dans quelle mesure peut-on cesser de le redouter? On se rend donc compte avec cette antithèse que le travail a quand même, disons, un caractère déshumanisant et aliénant. Il appartient aux philosophes, aux candidats de présenter le contexte, le cadre approprié dans lequel le travail ne peut que être bénéfique pour l'individu. Et oui, ne nous y trompons pas, il est impossible de faire sans le travail. L'être humain a été créé pour travailler. Il ne peut que travailler. C'est donc tout à fait logique qu'on réfléchisse à un cadre dans lequel le travail peut être bienfaisant. Nous disons donc à la synthèse les conditions pour que le travail humanise. On va nous expliquer ici notamment que le travail ne libère pas par magie. Et oui, le travail, pour être libérateur, il faut que certaines règles morales et sociales soient respectées. On va voir dans l'argument 1 que le travail est une nécessité vitale sans laquelle la vie n'aurait aucun sens et l'homme serait incapable de répondre favorablement à ses besoins. L'homme a besoin du travail. L'être humain, nous avons tous besoin de travailler pour pouvoir ne serait-ce que répondre à nos besoins. Vivre, c'est essentiellement travailler. L'homme ne peut véritablement se passer du travail dans sa volonté de soumettre la nature et de la contrôler. Il ne peut donc pas avoir une vie humainement vivable sans le travail. L'homme a en tout temps le désir de vouloir contrôler, dompter la nature pour la rendre plus accueillante pour lui qui est un roseau ou qui est un roseau pensant. On comprend donc logiquement que pour atteindre son objectif, il ne peut pas se défaire du travail. Le travail est comme cet outil-là qui permet justement pour lui, qui lui permet de pouvoir dompter cette bestialité de la nature-là. On va comprendre ces propos de Njomwele qui dit supprimer le travail et c'est la mort. Et oui, l'absence de travail est équivalente à l'absence, à la présence de la mort. Donc l'être humain pour être en vie a besoin de travailler. Donc, synthèse donc, argument numéro 2, il y a donc nécessité d'humaniser le travail en faisant une activité d'épanouissement. Il ne permet pas seulement le développement des facultés, mais aussi la créativité de l'homme, la découverte et l'affirmation de ce qu'il est de façon originale. Le travail devient alors un moyen de se réaliser en réalisant une œuvre. Voilà, l'homme fait et se fait pendant le travail. Nous développons des qualités, des valeurs universelles comme on va dire ça comment le sens de la rigueur, l'amour du travail bien fait par et dans le travail. Ce n'est qu'en travaillant qu'on peut développer cette valeur-là. Donc, citation dans l'Emmanuel Mounier qui dit tout travail à faire un homme en même temps qu'une chose. Tout travail à faire un homme en même temps qu'une chose. Pas le travail dont le travail en travaillant, l'homme en travaillant, pardon,
Citation d'Emmanuel Mounier qui justifie justement cet argument numéro 2. Tout travail à faire un homme en même temps qu'une chose. Par le travail, on peut réaliser des œuvres, mais on peut également réaliser l'homme. L'homme se réalise pendant et par le travail. Passons donc maintenant à la conclusion, dernière articulation de notre devoir. Rappel du problème. Nous savons la conclusion en 3 étapes. Le rappel du problème au terme de notre réflexion qui portait sur l'impact du travail sur la nature. Donc l'impact du travail sur la nature. Nous avons présenté plusieurs problèmes. Mais sachez-le, chers amis, lorsqu'on parle du rappel du problème, il est important de ne rappeler que le problème qui a été présenté à l'introduction. Et éviter de présenter 2 problèmes, s'il vous plaît. On ne présente qu'un seul problème et rien que. Inutile de présenter 2 problèmes. Bilan. Nous avons pu montrer dans un premier temps le caractère humanisant du travail. Un second aspect de notre réflexion nous a permis de révéler plutôt sa nature aliénante sur l'homme. Nonobstant ce double aspect positif et négatif du travail, nous avons pu conclure à la nécessité d'établir des conditions du travail libérateurs puisqu'on ne saurait se passer du travail. Dernière articulation, donc solution contextualisée de l'apprenant. Nous lisons. Ainsi, à la question de savoir si le travail permet à l'homme de soumettre la nature par le travail, nous répondrons par l'affirmative. Seulement, il faudrait que ce travail remplisse quelques critères comme celui d'être une activité créatrice et non une activité de soumission. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quelle session du baccalauréat souhaites-tu que l'on aborde dans notre prochaine vidéo? Voilà une question très intéressante qui marque la fin de cette correction du baccalauréat 2023. J'espère que les informations présentées ici t'ont été très utiles. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et rappelle-toi, si tu as également une épreuve dont tu aimerais avoir la correction ou le corriger, n'hésite pas également à mentionner la session dans les commentaires. Nous nous ferons un plaisir de te répondre. D'ici là, porte-toi bien et bonne préparation.